Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu longue puisque je vais parler de la démocratie. Alors attention, ça n'est pas un cours d'histoire, ça n'est pas non plus une explication de ce qu'est la ou les différentes démocraties qu'on a pu rencontrer au cours du temps. C'est surtout un essai de vulgarisation, de popularisation pour bien comprendre ce qui se passe actuellement et ce qui se joue aussi actuellement avec ce mot démocratie. Donc le titre, c'est de la démocratie représentative à la démocratie intégrée en passant par la démocratie participative. Voilà, donc ça va être un tour de ces différentes notions. Bien évidemment, ça n'est pas compliqué. Comme je l'ai dit, ça va être un peu long, donc vous pouvez regarder cette vidéo en plusieurs fois. D'ailleurs, je vais essayer de la découper. Il y aura une version longue et une version en 3 parties. C'est parti, j'ai mis les lunettes, toujours pareil, désolé pour le reflet. Donc actuellement en Occident, lorsque nous faisons référence à la démocratie, nous parlons généralement de démocratie représentative, de celle qui a pour base une constitution appliquée à un fonctionnement gouvernemental républicain ou monarchique, dont la garance est dévolue à un président, un chancelier, un roi, etc. Pour certains pays, essentiellement hors Occident, le représentant peut être religieux, mais dans ce cas, il devient compliqué d'associer démocratie et religion dans une même notion. Dans ce cas, il est peut-être plus correct de parler de fondamentalisme, notion qui est une volonté politique de rebâtir un ordre religieux lorsqu'il n'y a plus de tradition. Des élections régulières, directes et indirectes, à choix multiples, à liberté de vote et à bulletin secret, ce qui peut paraître d'ailleurs un peu paradoxal avec l'exercice d'un droit public, ainsi que des référendums marquent ces temps définis comme démocratiques. En résumé, ces élections permettent la mise en place de législateurs, ceux qui rédigent les lois, les sénateurs, d'exécuteurs, ceux qui les valident, le chef de l'État et ou son Premier ministre, ainsi que les députés, puis quelquefois ceux qui les font appliquer, le corps judiciaire. Il est notable que le corps judiciaire est souvent autonome par rapport à l'État, ce qui signifie qu'il est rare que des citoyens votent pour les personnes représentant cette institution. Ce sont des professionnels, à la différence des 2 autres corps, qui eux sont des mandatés, qui à certaines occasions sont secondés dans leurs tâches par des citoyens appelés jurés. Dans le cas des États religieux, la Constitution est souvent représentée par le livre, ce qui restreint le corps législatif, favorise les interprétations et limite énormément les réformes. En France, mais nous pouvons étendre l'exemple à la quasi-totalité du globe, depuis la Ve République, voire depuis la première à 2 ou 3 exceptions près, la classe dirigeante est toujours issue d'une même stratification sociale. Un conglomérat de quelques familles que l'on retrouve dans les gouvernances d'État, celles des médias, de l'économie et des finances. On peut parler en quelque sorte d'une élite de pouvoir détachée de la réalité de la base qu'elle est censée représenter et dont la préoccupation première est plus axée sur le bien possédé de quelques-uns plutôt que sur le bien-être de tous. Alors de plus, par l'appui d'institutions internationales, à l'exemple du FMI, qui cherche à stabiliser l'économie du système monétaire international, ce conglomérat tend à s'enraciner tout autour du globe. En dessous de cette première strate de gouvernance, nous trouvons toute une structure de représentativité, régionale, départementale, cantonale, municipale, etc. Comme pour les présidentielles, nous votons pour ces représentants dont le pouvoir et les fonctions se minimisent au fur et à mesure que le diamètre géographique et ou démographique de leur circonscription diminue. Donc c'est une succession de petits pouvoirs délégués qui favorise en fait la stabilité du pouvoir premier. Parenthèse franco-française, il est toutefois notable que nous votons pour un président, mais pas pour le chef du gouvernement, qui est nommé par le président, qui pourtant partage l'exécutif avec le président. Le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Depuis quelques décennies, le pouvoir économique et financier étant devenu mondial, il a de facto pris le pas sur le pouvoir politique, qu'il soit d'État ou de regroupement d'États, et nos représentants démocratiques voient leur pouvoir décisionnaire se réduire comme peau de chagrin. À titre d'exemple, voir l'article sur l'arbitrage du commerce international référencé en dessous de la vidéo. Donc pour être clair, le représentant politique, quelle que soit son idéologie, détient une marge de manœuvre minimale qui se limite à quelques décisions sociales, environnementales et culturelles. Le politicien ne peut plus, si tant est qu'il l'aurait souhaité, représenter les différentes options d'un bien vivre ensemble pour un groupe d'individus, puisqu'il est devenu au mieux le porte-parole, l'orateur, dans le meilleur des cas on peut dire le rhétoricien, de la mise en place du bien-avoir par et pour l'économie financière. Le PNB, le produit national brut, étant devenu l'unique indicateur considéré comme facteur d'importance et de crédibilité du bien-être d'un pays,
Mais ne nous y trompons pas, le PNB c'est du bien avoir pour ce qui est du bien vivre ensemble. Nous n'avons plus de représentants élus, si ce n'est pour faire appliquer certaines normes du droit financier et quelque peu judiciaire. Alors je distingue bien-être, qui est une question d'équilibre personnel et de choix personnel, avec bien vivre ensemble, qui est la gestion de la cité, ce que logiquement représente le politique. Donc il y a 10 000 ans, les regroupements, devenus communautés puis sociétés, ont eu pour fondement la protection, celle de nos biens, ressources et outils de production, ainsi que celle de notre personne, justice, santé, éducation, etc. Depuis environ 150 ans, et de manière exponentielle, nous avons inversé ce processus. C'est-à-dire que dorénavant, l'individu sert de protection au fonctionnement de la société, qui elle-même sert de source de profit à quelques nantis. Un individu peu consommateur ou sans pouvoir d'achat ne représente plus aucun intérêt pour un État. Les ressources et outils de production appartiennent à des consortiums et les services publics sont en passe, voire ont commencé à devenir également leur possession. C'est flagrant dans le domaine de la santé, on le perçoit de plus en plus fréquemment dans le domaine de la justice, et cette extension se propage vers l'éducation. Les industries sont en train de rentrer dans le système scolaire dit national. Dernière nouveauté en date, le vivant étant brevetable, il devient également propriété de ces consortiums. Alors en conclusion, nous avons une classe dirigeante, donc dominante, qui boucle sur elle-même et qui consacre l'essentiel de son temps à la direction d'intérêts économiques privés, qui peu à peu a délaissé jusqu'à oublier le bien-vivre de 99% de la population mondiale. Autrement dit, un régime resté féodal dans ses repères et son fonctionnement d'ailleurs pyramidal, et qui souhaite convenir aux besoins du présent ainsi qu'aux défis actuels, en forçant, par l'intermédiaire d'une globalisation unique et obligatoire, en faisant fi des réalités naturelles et des acquis culturels de chacun. C'est l'image d'un McDo Coca pour tous et en permanence, à l'intérieur d'un marché économique totalement virtualisé. Modèle unique de réussite économique et d'intégration sociale. Aussi délirant qu'inadapté, tant d'un point de vue social que sanitaire qu'écologique. Alors voilà un hiatus de joli gabarit qui a pour conséquence directe que depuis quelques années, certaines personnes, dont l'enseignant Étienne Chouard est un des représentants les plus relayés en France, cherchent à réformer cette conception qui n'a plus de démocratique que l'appellation et qui correspond de moins en moins à l'attente et à la protection des citoyens. Recherche et travaux qu'ils effectuent, ces personnes, tout en évitant de basculer, bien évidemment, dans un obscurantisme totalitaire, qu'il soit civil, militaire ou religieux. Alors c'est en travaillant dans cette direction que revient de plus en plus fréquemment sur le devant de la scène démocratique une notion première de ce système, qui est la participation. Autrement dit, la démocratie participative, dont les plus grandes heures remontent à la naissance même de l'idée de démocratie, c'est l'Athènes du VIe siècle avant Jésus-Christ, son axe fondamental est l'écriture de la Constitution par et pour le citoyen, jumelée à l'implication par la participation de tous les citoyens et à tous les niveaux décisionnaires, ainsi que dans tous les domaines inhérents à la gestion des choix et besoins d'un pays. Ce fonctionnement se base sur l'avis éclairé, par formation préalable, de l'ensemble de la population citoyenne, ou de groupes de volontaires, ou par tirage au sort des individus appartenant au corps électoral. Alors à différentes époques et lieux, ce type de gouvernement a été mis en place à plus ou moins grande échelle. Par contre, à ma connaissance, aucun État gouvernemental démocratique à économie financière et de production multinationale a été ou est représenté à son niveau décision d'État par un groupe représentatif de l'ensemble des strates de la population du dit État. Nous pouvons noter l'exception de certaines communautés où un ensemble de représentants, un conseil, peut être délégué afin d'intervenir au nom des siens en tant qu'ambassadeur auprès d'autres nations ou organisations internationales. Je fais référence ici à certaines tribus amérindiennes, australiennes ou africaines, même si je ne suis pas sûr que nous puissions parler de démocratie en son sens stricto sensu. Donc le fondement de cette gouvernance est donc la participation citoyenne sur le décisionnaire et la réappropriation des ressources par et pour l'ensemble de la population, puisque dans le cas où les ressources continueraient à appartenir à des consortiums privés pouvant décider du coût des produits, biens et besoins, le décisionnaire ne serait que fantoche, voire à ce propos une référence que je vais également citer en bas de l'article sur l'Islande, puisque l'Islande a fait pas mal de réformes ces derniers temps. Ou alors nous décidons de scinder en deux la vie politique avec d'un côté une démocratie participative pour la vie culturelle, en son sens social, et de l'autre un dictat privé pour la vie économique. Notre survie dépendant de la gestion des 4 fondamentaux que sont l'air, l'eau, les nutriments et les protections. Dans le cas d'une économie entièrement aux mains d'un capital privé, nous nous apercevons rapidement que ce cas de figure serait ingérable et surtout n'aurait plus rien à voir avec la notion même de démocratie. Il est donc impératif que la collectivité nationale dispose du décisionnaire
tant en ressources naturelles et technologiques, pour la survivance, qu'en gestion de la cité, pour le vivable. Mais est-ce, comme à l'époque de l'ancienne Athènes, toujours réalisable? Alors plutôt qu'un long développement théorique, je vais maintenant axer mon propos à partir d'un exemple concret et local. Alors personnellement, je suis résident sur la commune de Mèze, 11 000 habitants, dans l'Hérault, et je suis riverain de l'étang de Thau. La salubrité et la gestion de cet étang sont primordiales pour la vie économique, mais également culturelle de ce village. Le tourisme de plaisance, la restauration de terroir, l'ostréiculture, la pêche, les joutes languedociennes, les fêtes traditionnelles, etc. Dans le cas où un souci de salubrité, de viabilité de cet espace maritime interviendrait, que se passerait-il dans l'organisation d'une démocratie participative? Alors la totalité de la population communale, un groupe de volontaires ou un groupe de tirés au sort se verrait confier l'étude et la recherche de solutions pour ce problème. Donc si nous désirons être pertinents dans notre tâche, il nous faudra en amont de la commission d'études arriver avec un bagage de compréhension du fonctionnement du cycle de l'eau, de la géologie locale, de la météorologie, des variations du changement climatique, des entrées d'eau maritime provenant de la Méditerranée, de la faune et de la flore de cet environnement, des différents potentiels de maladies, empoisonnement, toxicité, naturels, existants, et pouvant interagir avec ce plan d'eau, de la capacité potentielle des pollutions dues à la navigation, de plaisance, de pêche, d'activité ostréicole, la baignade, la randonnée, qu'elle soit pédestre ou cycliste, aux produits lessiviels employés par les restaurateurs et commerces environnant les berges de cette cité, des conditions de rejet des eaux usées, des manufactures et industries dont l'impact pourrait être nocif, des incidences de pollution des voies de transport terrestres, routes et autoroutes à neuf ici, également aériennes, 2 aéroports importants sont à proximité, Montpellier et Béziers, des usines de retraitement de coquillages ainsi que celles des ordures, de l'impact des centres d'études, l'écosites, des centres de loisirs aquatiques, des écoles de voile, des incidences démographiques, et la liste n'est pas exhaustive. Parallèlement, ce travail sera à effectuer par et sur les cités voisines ayant une configuration géographique, économique, de loisirs, culturels, similaire à la nôtre. Donc pour le moins, là déjà, c'est 5 communes de concernées, Bouzic, Ballaruc-le-Vieux, Ballaruc-les-Bains, Sète, Marseillan, plus la nôtre, et dont l'impact pourrait être révélateur, voire causal, de la problématique existante sur l'étang. Alors, au vu de tout ça, combien de temps et d'énergie faudra-t-il pour réunir et ingurgiter la totalité des informations contenues dans ce nombre incalculable de dossiers, d'enquêtes, de comptes rendus, d'interlocuteurs, de contradicteurs, de professionnels, de chercheurs, en gardant à l'esprit que tous ces travaux ont pu, durant la période démocratie consultative, avoir été les victimes, lors de leur réalisation et exécution, d'arrangements permettant la réalisation de certains profits, entre guillemets. Une fois ce tour de force effectué, en considérant que le citoyen lambda en a la capacité, donc comprendre en cela que l'éducation permet de former un individu aux besoins d'une société donnée à un moment donné, l'individu interchangeable devient l'outil d'amélioration du bien-avoir d'une société, c'est-à-dire l'intérêt du PNB. A contrario, l'instruction permet à un individu de se former pour que la société puisse répondre aux besoins de chacun. L'individu personnalisé réfléchit la société comme outil de l'amélioration du bien-être de chacun. L'éducation est la même pour tous, l'instruction est individualisée. C'est donc en ce sens où j'entendais la capacité. Donc la capacité, l'envie, le savoir, les facultés nécessaires ainsi qu'un esprit d'analyse et de synthèse suffisamment conséquent permettant de détenir une information ainsi qu'une vue d'ensemble à peu près complète sur toutes ces données. Il nous faut maintenant en plus monter le projet qui consistera à différencier les paramètres inhérents à chaque domaine tout en mesurant leur degré d'interpénétration, les causes et conséquences des caractéristiques de tout cet holisme. En fonction du ou des résultats obtenus, car il n'est pas dit que chaque participant soit d'accord sur les développements et les conclusions de ce jeu d'enchevêtrement, des accords pouvant provenir tant d'un facteur éducatif, genre ça fait 150 ans que ma famille travaille dans le coquillage et on n'a jamais pollué, un facteur économique, si on arrête l'activité de navigation de plaisance, quel sera le manque à gagner pour la commune? Ça peut être également culturel. Mèze, sans ses pêcheurs de dorades, ça n'est plus Mèze, et les restaurateurs ont besoin d'afficher dorades de l'étang, ça fait partie du patrimoine. Donc, tout ça ne manquera pas d'intervenir sur le jugement d'affect du citoyen. Et il faudra multiplier ce type de procédure par le nombre de communes directement concernées, ce qui ne manquera pas de déclencher des guerres de clochers. Il faudra faire réintervenir donc différents professionnels pour éclaircir ou compléter certains points. Enfin, viendra l'heure des négociateurs, les personnes extérieures, afin d'éviter les interférences d'affect, pour trouver une ou des consensus de solutions.
Pour finir, 2-3 détails parmi d'autres qui pourraient avoir leur influence. Quelles seront les conséquences en termes de conflits familiaux, qui ne manqueront pas d'exister, si la commission à laquelle j'appartiens conclut que l'activité économique ou certains biens de ma famille, ma belle famille ou celle des amis proches, influent sur les problèmes liés à la salubrité de l'étang? Comment éviter les pressions, corruption directe ou indirecte, que des particuliers ou des entreprises pourraient être tentés d'exercer sur certains membres de la commission, sachant que des emplois, des profits, des pouvoirs risquent d'être remis en question? Dans le cas où une des conclusions exposerait un souci provenant d'une structure nationale de type aéroport, à l'exemple du dépôt de plomb contenu dans le kérosène des avions, qui pourrait participer à un certain pourcentage du mal-être de l'étang, qui ou quelle institution décidera de modifier ou stopper le survol du plan d'eau, et avec quelles conséquences économiques? Alors je vous laisse le soin de répertorier les enjeux, les conséquences, les manifestations de l'affaire Notre-Dame-des-Landes, pour imaginer ce vers quoi nous ne manquerions pas de tendre. Et si la salubrité de l'étang dépendait de multiples facteurs conjugués, issus de niveaux de responsabilité différents, qui trancherait et déciderait des degrés de conséquences? Au-delà de toute cette problématique, le temps nécessaire à ces 4 points, formation, études, décision d'agissement, application de la décision, ne se calcule pas en mois, mais en années, voire en dizaines d'années, si des poursuites, plaintes judiciaires, procès et autres joyeusetés du même genre se mettent en route. Autrement dit, l'étang sera mort et le dernier poisson digéré depuis longtemps, quand une possible action aura reçu l'aval des différents groupes décisionnaires, les différentes strates consultées, les groupes locaux, les différentes communes, le ou les groupes de communautés de communes du bassin de Thau, le groupe départemental, si un des facteurs à risque dépasse la gestion de communes ou de la communauté de communes, le groupe régional, le groupe national, en fonction du ou des problèmes rencontrés. Alors, humainement, socialement, économiquement, temporellement, je pense que c'est totalement ingérable sans une panoplie de conflits qui décourageront les plus tenaces. Sans compter que durant la période d'un minimum de plusieurs mois d'études et de recherche de solutions, laissons-nous l'activité perdurer, et avec elle un risque de dégradation supplémentaire, ou stoppons-nous toute activité liée de près comme de loin à ce lieu, et dans ce cas, qui décide? Dans une économie à intérêt financier, qu'il soit local, populaire, privé, d'État ou de regroupement d'États, tant qu'il y aura un profit monétaire en jeu, il est impossible d'agir d'une façon raisonnée et raisonnable. La vie, basée sur la croyance, l'affect et autres sentiments culturels, alliés à la quête du bien-avoir pour les siens, restera le facteur déterminant. Et là, mon exemple ne concernait qu'un petit étang, 7500 hectares, à l'activité économique modeste. Essayez d'imaginer l'ampleur de la partie si le sujet était implantation d'un parc nucléaire. Les pour, les contre, les emplois, les profits, Greenpeace, au bas mot, on en a pour 40 ans avant de trouver un début d'accord. Donc en conclusion, autant il est vrai et important que les citoyens retrouvent leurs droits et devoirs et puissent s'impliquer dans des décisions publiques et économiques de leur commune, de leur département, région, pays, autant la réalité économique, sociale, sociétale, voire civilisationnelle, dépasse très souvent nos savoirs, capacités et possibilités de réflexion et d'action. Nous sommes sentiments et affects dans un monde à économie libérale dont quasi chaque choix apporte son lot de conséquences à l'échelle planétaire. Plus personne ne peut nier aujourd'hui que le choix de l'ouverture d'une usine Coca-Cola en Inde provoque des répercussions sur la disponibilité de l'eau potable. Tout comme le choix de réacteurs nucléaires sur des failles sismiques, genre le Japon, provoque des répercussions sur le climat et les océans. Tout comme lorsqu'un bateau vétuste d'armateurs grecs, battant pavillon comorien, transportant du pétrole irakien, revendu à une multinationale états-unienne, lorsque ce bâtiment se casse dans les eaux internationales, ça pollue la totalité de la planète et les responsabilités sont multiples et difficiles à discerner. De là, le besoin d'un arbitrage commercial international, mais avec les dérives que nous lui connaissons. Voir à ce propos un article superbement bien fait sur le site CADTM. Je mets également la référence en dessous. Donc l'ingérence d'État, tout comme l'économie de marché, sont passées du stade de faille à celui de trou béant en ce qui concerne la salubrité de cette planète. Former, informer, instruire, afin de pouvoir demander l'avis des 7 milliards d'habitants de notre monde est une gageure titanesque. Toute mesure qui n'engagerait pas la totalité des humains dans des exploitations à l'échelle mondiale serait un camouflet de démocratie participative. Autrement dit, et sinon, à partir de quelle éthique décidons-nous que tel humain a le droit, par rapport à tel autre, d'avoir voix au chapitre sur une problématique mondiale? Qui décide de cette éthique?
Qui décide qu'un problème concerne telle ou telle échelle de grandeur? Qui décide et qui détient les compétences et leur degré de validité? Nous voyons là que sans représentants, cela paraît pour le moins utopique. Mais avec des représentants, cela redevient la démocratie représentative avec son cortège d'abus prévisibles. Donc nous voilà rendus bien loin des soucis de l'Athènes du VIe siècle avant Jésus-Christ, où la technologie n'était pas à conséquence mondiale, où les ressources n'étaient pas en côte d'alerte et où les problèmes sociaux n'avaient pas de répercussions mondiales. Tous ces régimes du passé correspondaient aux divers stades évolutifs du moment, à la réalité et aux besoins historiques de civilisations différenciées, dont les fonctionnements, les repères et croyances, ainsi que les technologies, n'étaient pas à conséquence planétaire. Cet âge civilisationnel, qui commence vers la fin du néolithique, se termine vers le début du numérique, c'est-à-dire dans les années 1950, a connu un patchwork de gouvernements variés, dont l'axe commun était la prise en considération de la gestion de la valeur de la rareté, additionnée à celle du temps de poste de travail humain. Une nouvelle ère émerge, basée sur une possible abondance et un possible remplacement de la pénibilité du poste de travail par la machine. Alors que faire, que proposer comme système de vivre ensemble adapté à ce nouveau stade émergent? Un nouveau savoir, mais surtout une nouvelle technologie aux répercussions mondiales, nouvelles responsabilités à considérer à un niveau mondial. Donc la démocratie participative demande non seulement du temps, une instruction, des connaissances, un pragmatisme, mais également des formations d'analyse, de synthèse, de concision, et tant d'autres qualités qu'elle n'est, à mon humble avis, qu'une douce pensée illusoire en ce qui concerne les problèmes de fond, alors que l'état des ressources ainsi que la qualité de salubrité des conditions de notre survie hurlent actuellement à notre porte. Seule une analyse rationnelle, résultante de données les plus exhaustives possibles, où un maximum de variables seraient incorporées, pourrait être efficiente. Suite à ce processus, la solution ne serait plus un avis trouvé et donné, mais une démarche raisonnée qui aurait pour conclusion qu'une ou des solutions s'imposeraient d'elles-mêmes. Ensuite, aux citoyens de choisir quelle ou quelle solution adopter et appliquer et quelle forme lui donner. Je viens de démontrer que la démocratie représentative, tout comme la démocratie participative, ne sont soit pas adaptées à une égalité des individus, pour la première, soit insuffisantes et ingérables, seules, pour la seconde. De plus, à ce stade de la réflexion, n'oublions pas que la réelle et première gouvernance n'est pas celle du choix d'une démocratie, mais celle des ressources de la planète qui nous héberge, et de ce point de vue, il y a vraiment urgence. Les 6 paramètres du rapport Meadows, plus connu sous le nom de rapport de Rome, les 6 sont dans le rouge. Seuil des ressources, seuil de pollution, seuil de démographie, seuil de production par tête en produits alimentaires, en produits industriels et en services. Alors ça fait plus de 2500 ans que la démocratie existe, plus ou moins représentée selon les périodes et les lieux, et que constatons-nous? Que l'humain nous a prouvé son incapacité à gérer sereinement la politique, en parsemant son histoire quotidienne de conflits et de guerres, de surexploitation, de colonisation, d'inégalité et de soumission. Je n'ai pas pu trouver une seule année de non-conflits territoriaux entre au moins 2 communautés sur les 2500 dernières années. Le tout à cause de la possession et ou de la gestion des ressources. Alors ne serait-ce pas temps de changer de paradigme? Il existe un nouveau concept, je dis concept parce que jusqu'à présent, aucune application directe de ce principe d'organisation sociale n'a été mise à l'épreuve. Il a pour nom la démocratie intégrée. La première fois que j'ai croisé l'association de ces 2 mots, c'était dans une vidéo intitulée « Concevoir le futur », référence en bas, où sont présentés les travaux de Jacques Fresco, un autodidacte états-unien, ingénieur, architecte, designer, éducateur et futuriste, qui a passé plus de 75 ans à réfléchir sur la mise en place d'une civilisation qui pourrait se dégager du principe de la monnaie, en basant son économie sur les ressources reconnues comme patrimoine commun de l'ensemble des peuples mondiaux. Donc 75 ans de boulot parce que ce monsieur a actuellement pas loin de 97 ans. Donc cela fait maintenant 4 ans que je collecte des informations sur cette idée, que j'ai cru farfelue, soyons sincères, au départ, et qui, je dois bien l'admettre, est tout sauf inappropriée. Alors à ma connaissance, les 2 seules autres personnes qui ont fait référence à cette notion sont des historiens et professeurs d'histoire de Buenos Aires, qui se nomment Anna Barletta et Jorge Cernadas. Ils ont fait paraître un article intitulé « De la démocratie intégrée au terrorisme d'État, 1973-1976 ». Donc article qui traite de ces 4 années de bouleversements politiques et économiques importants pour l'Argentine.
Il y est question de l'intégration du peuple dans les décisions financiero-économiques de leur pays. Donc, de mon propos, il s'agit plus de l'explication de l'échec d'une démocratie participative, où l'on essaie de considérer la vie de chaque habitant du pays dans un contexte de terreur dictat. Donc, c'était vraiment très difficile, puisqu'en l'occurrence, c'était la politique de Péjuan, associée à la mainmise de cartels étrangers sur l'économie productive et financière, ou, pour reprendre deux formules des auteurs, un développement volontariste est proposé de la part des réformateurs, mais qui se soldera par une domination sans hégémonie de l'économie mondialiste. Donc ma conclusion après la lecture est que être volontaire et participatif est une digne résolution, mais faut-il encore en détenir les possibilités en termes de connaissances et d'application, mais surtout le pouvoir en termes économiques. Au sein d'une économie financière mondialisée, où les biens, besoins et services de chacun sont éparpillés aux quatre coins de la planète et appartiennent à une toute petite minorité dirigeante, mais surprotégée par son système, car détenant un arsenal répressif quasi illimité, le pari d'un renversement de système est insoutenable, sans imaginer qu'il occasionnerait un bain de sang capable d'éliminer les 8/10 de la population planétaire. Et le tout sans certitude de réussite, tant en termes de renversement de l'élite que de l'à-propos du nouveau système mis en place. Alors qu'est-ce que cette démocratie intégrée et pourquoi fonctionnerait-elle ? Trois piliers tressés forment son axe premier. L'économie basée sur les ressources, les connaissances scientifiques et les aptitudes humaines. L'économie. Donc l'économie monétaire, celle dans laquelle nous vivons actuellement, basée sur des valeurs attribuées aux ressources et services, est née pour faciliter l'échange à confiance accordé, afin de répondre à la réalité d'une époque où sévissaient deux constats, la rareté, ainsi que l'amortissement du temps de travail, ajouté à celui de la fabrication et l'usure de l'outil. Depuis ce temps, les valeurs attribuées ne cessent de changer, mais nous avons conservé ce fonctionnement car ces normes continuaient d'être fonctionnelles. Par contre, nous avons démontré que la monnaie est le facteur de perversion principal grâce au pouvoir, au pluriel, qu'elle octroie. Pouvoir d'achat comme pouvoir hiérarchique. Perversion inévitable au sein d'une démocratie représentative et plus que prévisible à l'intérieur d'une démocratie participative. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? Pour ce qui est des quatre fondamentaux incontournables à notre survie, donc l'air, l'eau, les nutriments, les protections, les connaissances humaines additionnées au savoir scientifique permettent d'assurer la satisfaction des trois premiers besoins à plus de 100%. Là-dessus, voir le rapport Ziegler de 2008, rapport qui est en ligne. Et on peut également assurer la protection à plus de 80%, puisque seuls quelques prédateurs sanitaires sont encore belliqueux. Pour le reste, ce paramètre dépend des ressources et non des connaissances, savoirs et aptitudes. Pour ce qui est des matériaux permettant les constructions d'infrastructures, les manufactures ou l'usinage, les biens, nous savons également que les ressources sont en quantité suffisante sur notre planète, même si quelques ajustements sont à fournir parce qu'on a rudement tiré quand même sur les ressources. Et des solutions de synthèse existent également. Pour ce qui est du secteur des services, nous savons que son fonctionnement premier ne dépend pas de l'économie. Donc l'abondance est de mise. De ce côté, la monnaie n'est non seulement plus une nécessité, mais elle est devenue un frein à la prospérité pour tous, c'est-à-dire au bien-avoir et bien-être de chacun. Les connaissances scientifiques, sciences dures et sciences molles, qu'elles soient technologiques ou fondamentales, ne dépendent pas de l'économie financière, mais des recherches, savoirs et aptitudes additionnées à l'accès aux ressources. Pour exemple, nous pouvons constater chaque jour que les avancées exponentielles, lorsque les pratiques, telles que l'open source par exemple, remplacent la recherche de profit ou la compétitivité par celle de l'émulation et des complémentarités créatrices de synergie. Sans compter notre capacité de résilience, celle qui consiste, pour nous en tant qu'espèce ou individu, à récupérer un fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une perturbation. Alors pourquoi je parle de résilience ? Parce que n'oublions pas que plus de 95% de l'existence de l'évolution d'Homo a permis de rester en vie grâce au partage. En gros, ça fait 10 000 ans qu'on est dans l'échange ou la monnaie, alors que ça fait tout près de 3 millions d'années que Homo rudolfensis est arrivé sur cette planète. Donc remis sur un an, ça ne fait que 36 heures que nous parlons d'argent, par rapport à une année où on a réussi à survivre. Pour ce qui concerne la force de travail et l'outil de travail, l'informatique, la robotique ainsi que la cybernétique peuvent actuellement remplacer la quasi-totalité des emplois salariés. Ce cheminement est d'ailleurs presque abouti puisque dans les trois secteurs d'activité qui régissent l'ensemble du monde du travail salarié, en Occident, le secteur primaire emploie moins de 2% de la population active. Le secteur secondaire, moins de 20% de la population active.
Et le secteur tertiaire continue son action de remplacement du poste de travail humain par celui de la machine. À ce sujet, vous pouvez consulter la vidéo « Le poste de travail à venir pour qui ?». Par contre, au-delà de la pénibilité et de la corvéabilité du labeur quotidien, les aptitudes humaines permettent d'effectuer les choix décisifs de mise en place de solutions lorsque des constats fonctionnels, pragmatiques et rationnels sont énoncés. On peut également noter que la stratification hiérarchique étant occasionnée essentiellement par le rapport à l'argent, ne serait-ce que dans sa représentation à l'accès à un pouvoir d'achat supplémentaire, une EMBR, donc une économie mondiale basée sur les ressources, tendrait, à plus ou moins moyen terme, à faire disparaître cette classification stigmatisante. D'où l'intérêt, ou plus exactement l'indiscutable impératif, de la mise en œuvre d'une EMBR. Si nous désirons voir les ressources ne plus être sacrifiées sur l'autel de la finance, celui où la rareté crée le profit et où le besoin d'accaparation des réserves de ressources, naturelles, humaines, technologiques, nourrit la perpétuité des conflits armés. Par voie de conséquence de cette mise en œuvre, l'obligation du poste de travail tendrait à disparaître, tout comme la stratification par classe sociale. Resterait à chacun de pouvoir s'épanouir en s'investissant à l'intérieur d'activités choisies, au même titre que le rôle tenu aujourd'hui par le bénévolat. Alors qu'en est-il au niveau des connaissances ? La science, tout comme son outil, la technologie, sont neutres. Comprenons en cela qu'il n'y a ni bien ni mal, ni danger ni sécurité dans une recherche fondamentale ou un objet manufacturé. Seule la pensée économique ou socio-culturelle qui animera et dirigera cette recherche ou cet objet lui fera acquérir une justesse. À l'image des recherches et des outils créés au niveau de l'atome, nous pouvons soit sauver des vies, soit en supprimer. La science, en tant que corpus de connaissances, mais également comme principe de réflexion pour aborder et comprendre le monde, s'est constituée de façon progressive. Dès les premières époques proto-historiques, nous avons commencé à développer les spéculations intellectuelles visant à élucider les mystères de l'univers qui nous entourait, ainsi qu'à nous faciliter la vie, et pour ce faire, la technologie a été de pair avec la réflexion. À ce titre, le moindre silex taillé, c'est déjà de la technologie. L'humain est créatif, chercheur et artiste. L'humain est science et technologie. De plus, cette technologie est indéniablement porteuse de fiabilité et de précision. Il est avéré que la lame de silex est moins précise que la lame en fer, elle-même moins précise que le scalpel, lui-même moins précis que le laser. Si nous devons nous faire opérer, l'intervention d'un laser nous rassurera beaucoup plus que celle d'un silex, voire d'un couteau ou d'un scalpel. Alors aujourd'hui, un certain type de technologie est capable d'effectuer jusqu'à 27 fois 10 puissance 15 opérations à la seconde. Bon, ça, c'est le genre de chiffre, moi, je ne le comprends même pas, quoi. Donc, par contre, si nous essayons d'imaginer cette puissance de calcul au service de la surveillance et de la remise en état de l'état des ressources dans le monde, plutôt qu'à la gestion de l'économie de marché, quel bien vivre ensemble serait-il possible de réaliser ? Il y a quand même une question pertinente qui doit venir en amont, c'est l'humain seul serait-il capable de réaliser une telle prouesse ? Alors plus sobrement, un humain est-il capable de remplacer une IRM, un radar Doppler, une balance de pesée ? Bien sûr que non. Pour tout cela, comme pour la quasi-totalité de nos décisions importantes, nous nous fions à la machine. Je préfère l'IRM que mon médecin, même si j'apprécie énormément mon médecin. Si j'ai une tumeur, je passe une IRM. Je me fous, entre guillemets, de l'avis de mon généraliste. Si on est en avion dans une mer de nuages, j'ai plus confiance au radar Doppler qui va mesurer l'altitude pour savoir si on commence à descendre ou pas, que de me fier au pilote, aussi compétent soit-il. Mer de nuages, c'est mer de nuages. Le pilote, il ne sait pas. De la même façon, même si mon boucher est quelqu'un de très bien, s'il me pèse les tranches de jambon en me disant « tu me dois », je vais lui dire « non, non, tu le mets sur la balance ». Voilà, donc ça, fiabilité, non remise en question, on le vit tous au quotidien. Par contre, l'homme est différent de la machine en ce sens où l'homme n'est pas que machine. Et là, on en arrive aux aptitudes humaines. Chercher à énumérer la liste des aptitudes humaines est quasiment impensable. Chaque individu, de par la richesse de son vécu, est une encyclopédie d'expériences, de réflexion, de déduction, de sensations, d'imagination, de création, de savoir. Aujourd'hui, aucune machine n'est encore arrivée à ce stade, et même dans un avenir assez proche, aucune machine ne pourra remplacer l'émotion liée au vivant, si tant est qu'elle le puisse un jour. Mais dans ce cas, on redéfinira peut-être même la notion de machine,
parce que jusqu'à présent, c'est l'émotion qui fait le vivant. Émotion, affect, état d'âme, notions qui portent en elles des richesses de créativité, mais, qui peuvent également se révéler dangereuses lors de décisions qui se doivent d'être rationnelles. La vie est ainsi faite qu'il est des moments où l'idéalisme doit faire place au pragmatisme. Mais il nous est toujours très difficile de l'accepter. Si chacun de nous pouvait se dégager de la pression exercée pour subvenir à sa survie et à celle de ses proches, donc par le biais d'une économie mondiale basée sur les ressources, si de plus, il pouvait avoir accès à l'instruction qui lui ouvrirait les portes des connaissances scientifiques et technologiques, ainsi que celles des arts, que l'on additionnait tout cela à la somme de ses aptitudes, quel paradigme émergerait-il? Quelle évolution cognitive apparaîtrait? Nous pouvons déjà constater que les conflits sont plus souvent l'œuvre d'ambitions de pouvoir, qu'ils soient civils, militaires ou religieux, que celles de chercheurs ou d'artistes. Alors ces deux catégories ne sont pas dénuées d'envie, de reconnaissance, mais il est rare que leur appétit soit aussi prononcé que celui des politiciens ou des businessmen, même si les passerelles peuvent exister entre les catégories. Toutefois, pouvoir et reconnaissance ne sont pas des synonymes, et ça fait une sacrée différence. Donc reprenons notre exemple concret de l'étang de taux et appliquons-le dans le cadre d'une démocratie intégrée. Donc la totalité des données disponibles concernant l'intégralité des domaines énumérés tout à l'heure et représentant la somme connue des facteurs opérant sur le bassin serait proposée à une analyse informatique. Il en résulterait un diagnostic sans appel, car porteur de la certitude qu'aucune corruption, aucun affect, aucune interprétation n'a pu fausser le résultat. De la même façon, suite à ce résultat, il serait facile de demander à la machine d'énumérer les différentes solutions envisageables pour réduire ou supprimer cette problématique. Resterait à demander à la totalité des citoyens concernés de valider ou de choisir parmi les solutions proposées et les conséquences exposées ce qui leur conviendrait le mieux. Si cette décision des choses vous paraît relever de la science-fiction, dites-vous que déjà aujourd'hui, sur analyse géologique, avant exploitation, correspond à ce cas de figure. La différence est juste que les facteurs qualificatifs entrés dans la machine correspondent à des choix de rentabilité financière et pas forcément à des choix écologiques ou sanitaires, et que la décision finale appartient à des particuliers, lobbyistes, et non à la population. De la même façon, la fiabilité d'un pont ne se calcule pas en fonction de nos goûts, mais de notions premières. Les lois de la physique, la résistance des matériaux, la réalité géologique du sol, mais rien n'empêche de demander aux habitants de proximité quel esthétisme extérieur ils désirent pour intégrer ce pont dans un environnement géographique. Donc si dans notre cas de figure, la crainte que des critères personnels soient programmés, puisqu'il faut bien des programmateurs pour faire les logiciels, il suffit d'instaurer une chaîne de méthodologie et que le programme ne soit pas l'œuvre d'un individu isolé, mais celui d'un groupe de professionnels œuvrant pour une soutenabilité planétaire. Le facteur corruption ne peut être considéré puisque nous sommes dans un fonctionnement démonétarisé, n'oublions pas, nous sommes dans une EBR. Donc à la différence d'une démocratie représentative, nous supprimons le risque que cette programmation soit détournée pour le profit d'un petit nombre, et à la différence d'une démocratie participative, nous supprimons le risque de facteurs liés à l'affect personnel. Le temps de réactivité, l'instruction indispensable inhérente aux différents domaines, les interpénétrations et l'holisme, les guerres de clochers, les interventions de différents professionnels, contradicteurs et négociateurs, les conflits familiaux, les corruptions, les strates de pouvoir décisif. Voilà, là, on a réussi à tout péter. Par contre, nous gardons le principe démocratique dans le choix d'application des solutions proposées grâce au référendum ou au vote, une fois l'information délivrée. Ce principe peut s'appliquer autant au niveau d'une problématique locale que nationale ou internationale. Là, ensuite, seul le nombre de votants change. Mais il n'y a pas d'affect culturel, il y a une réalité pragmatique. Il est vrai qu'à ce stade, l'ingérence d'État, tout comme l'économie de marché, perdent leurs droits institutionnels et décisifs. Ils perdent même totalement leur utilité. C'est le choix de la salubrité planétaire contre le choix du monopole d'État et ou du profit financier. Réalisation tout à la fois pragmatique et démocratique, garantie grâce à la complémentarité entre études de faisabilité par la machine et choix des réalisations par l'humain. Deux notions intégrées pour aboutir à une décision. Donc, comme dit plus haut, former, informer, instruire afin de pouvoir demander l'avis des 7 milliards d'habitants de notre monde est une gageure titanesque. Toute mesure qui n'engagerait pas la totalité des humains dans les exploitations à l'échelle mondiale serait un camouflet de démocratie participative. Autrement dit, à partir de quelle éthique décidons-nous
que tel humain a le droit, par rapport à tel autre, d'avoir voix au chapitre sur une problématique mondiale. Qui décide de cette éthique, qui décide d'un problème qui concerne telle ou telle échelle de grandeur, qui décide, qui détient les compétences et leur degré de validité. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a énuméré tout à l'heure. Donc toutefois, avec l'appui de la cybernétique pour régler les problèmes de fond, nous comprenons que le temps de formation n'est plus un problème. On peut prendre notre temps. La machine calcule les causes et les effets, nous propose des résultats d'analyse et de solutions pragmatiques, et reste à l'humain à décider ce qu'il compte appliquer. C'est à ce moment que nos aptitudes et nos choix entrent en action, et où le couplage de la puissance et de la fiabilité de la machine, combiné aux bases de la démocratie participative, devient démocratie intégrée. C'est la machine au service de l'homme, le but recherché depuis les débuts de l'évolution d'Homo, devenu enfin concrétisable. Le but de la science comme de la technologie n'est pas de remplacer l'humain, mais de construire l'environnement qui permet à l'homme de s'octroyer du temps pour décider de son avenir et non de le perdre ce temps à gérer les urgences de son présent, puisqu'aujourd'hui nous disposons d'un outil égalitaire, dépourvu de parti pris, détaché de tout intérêt personnel, sans passion ni sentiment influent, et dont le pragmatisme et le désintéressement le plus total sont évidents. Cet outil, c'est le logiciel. Lui seul a la capacité d'établir une parfaite égalité dans une démarche totalement impartiale, une étude menée grâce à la méthodologie scientifique. Soit nous sommes prêts à l'entendre, à l'accepter, à évoluer, et à mettre en application ces résultats, ou soit nous continuons à régler nos problèmes par l'affect, et donc à survivre à l'intérieur de révolutions non civilisées et hors cadre démocratique, qui de toute façon ne peuvent aboutir qu'à des conflits, des guerres. Au sein d'une EMBR, la question n'est donc plus de choisir entre représentants démocratiques ou participation démocratique de tous, risque d'abus, d'excès, de tromperie au nom d'un profit financier ou du bien-être d'un État au détriment d'un autre, mais bien de trouver une sérénité d'esprit grâce au couplage judicieux du travail de la machine allié à la réflexion humaine. Le tout à tous les niveaux du décisif, qu'il soit local, continental ou mondial. Évidemment, cela ne signifie pas qu'un tel bouleversement se fasse aisément et rapidement. Mais il est, je pense, la seule solution sage face à la réalité de l'état des ressources et des éléments de notre unique planète. Ce n'est pas non plus une idée figée, une utopie, mais un état d'esprit, un parcours de réflexion qui s'ajustera au fur et à mesure de l'expérience, des besoins et de nos envies d'application. Mis à part pour quelques malades, sinon, qui que nous soyons, et quelle que soit la culture dont nous sommes issus, le but ultime de notre cheminement n'en reste pas moins de vouloir trouver la paix et le confort maximal. Dans un premier temps, ceux-ci ne peuvent survenir qu'à la condition que nous disposions d'une sérénité d'esprit quant aux 4 impératifs liés à notre survie. Et là, nous avons vu, seule une EMBR peut nous offrir les moyens d'y parvenir, tant dans la gestion des ressources renouvelables que dans celle des ressources non renouvelables. Dans un deuxième temps, la paix est histoire de compréhension et d'acceptation culturelle. Je ne dis pas que le MBR est la solution parfaite et absolue, mais quand tous les peuples du monde seront reconnus comme garants et gérants égalitaires du patrimoine mondial de cette EMBR, un grand pas vers une reconnaissance et le respect de l'autre sera effectué. De tout temps, la guerre a été histoire de conquête de ressources et de reconnaissance de statut social. À nous de décider si nous souhaitons changer cet état de fait. Si oui, je viens de démontrer que nous possédons l'outil. Son contenant se nomme le MBR, l'économie mondiale basée sur les ressources, et son contenu, la démocratie intégrée. De quelle autre alternative viable disposons-nous? Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Évidemment, il y a tout un tas de sources qui vont être disponibles en bas de cette vidéo. Et également, si vous le souhaitez, j'ai un addendum qui permet d'avoir un extrait sur la démocratie intégrée par Jacques Fresco. Je peux vous la faire parvenir, il suffit de m'écrire ou de me laisser un message sur ma page Facebook ou sur celle de l'association Papillon. J'ai également un extrait sur la démocratie représentative par Jean-Marc Jancovici, qui est quelqu'un qui s'y connaît en termes d'énergie et qui a des choses intéressantes à dire aussi sur la démocratie. De la même façon, si la démocratie participative vous intéresse, bien évidemment, il y a toutes les vidéos d'Étienne Chouard. C'est à vous de voir, c'est à vous de réfléchir. Prenez le temps, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas même à venir à ma rencontre si vous êtes dans la région.
Merci beaucoup. À bientôt pour de nouvelles vidéos. En re-regardant, en revisionnant la totalité de l'enregistrement, ce matin, il y a une petite conclusion qui m'est venue et que je voudrais vous faire partager, qui est que, quel que soit notre avis sur un fonctionnement gouvernemental, même qu'il soit démocratique ou pas, et quel que soit le type de démocratie que nous voudrions mettre en place, il y a une réalité à laquelle nous ne pouvons pas échapper, qui est une loi naturelle, qui est que cette planète est finie, fonctionne par synergie, et ne produit pas de déchets, elle ne produit que des nutriments. Et nous, notre fonctionnement, il est financier, il a besoin de la notion de gagnant-perdant, de profit, d'abus dans le sens où nous, par contre, nous créons des déchets. Et tant que nous serons dans cette logique-là, il sera impossible de fonctionner correctement avec cette planète. Et aujourd'hui, où nous sommes arrivés à un point où les pics d'énergie non renouvelable sont arrivés à leur descente, hein, où on est sur le plateau pour certaines et la descente pour d'autres, nous devons d'arrêter ce fonctionnement de gagnant-perdant, donc ce fonctionnement financier, au risque de disparaître. Parce qu'après, sinon, nous ne sommes plus adaptés. Donc c'est peut-être pas un hasard hein, si justement cette prise de conscience et surtout cette possibilité technologique nous est offerte aujourd'hui de pouvoir vivre au rythme de la nature en gardant notre confort. C'est-à-dire que nous savons créer l'abondance, nous ne sommes plus dans la rareté si nous le souhaitons, nous n'avons plus besoin du poste de travail, c'est-à-dire de la surexploitation à un moment donné des ressources et de la surexploitation aussi de l'humain. Donc il est grand temps de comprendre, d'intégrer cette notion, parce que si nous avons un système gagnant-perdant dans un système de partage et de synergie, ça ne va pas le faire, ça va pas pouvoir être raccord. Et forcément, c'est voué à l'échec. Voilà, je voulais rajouter cette petite notion. Je vous souhaite une bonne journée à tous.